Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le cercueil de verre fissuré, entouré des débris de l'église en ruine. Ma sœur riait au-dessus de moi, son voile blanc taché de mon propre sang, murmurant « C'est mieux comme ça, Élise. Tu étais toujours la tache sur notre tableau de famille parfaite. » Et puis, le noir absolu au la mort, froide et définitive, m'a englouti pour de bon. Mais au lieu du néant, un flash, je me réveillais dans mon lit parisien, 3 mois avant ce jour maudit, le cœur battant à tout rompre, avec le goût métallique de la trahison encore sur les lèvres. Je me suis redressé d'un bond, les draps de soie blanche collés à ma peau moite, et j'ai vu mon reflet dans le miroir ancien de ma chambre haussmannienne, moi, Élise Moreau, 32 ans, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Ce n'était pas un rêve. J'étais revenu. 30 ans de vie volée, de mensonges familiaux, de larcin émotionnel et financier qui m'avaient mené à ce précipice, tout cela effacé, réécrit. Mais cette fois, je ne serais pas la brebis galeuse, là, trop malade, qu'ils avaient jetée au loup. Non. Je reviendrais les hanter, un fantôme en chair et en os, et Paris, ma ville bien-aimée et impitoyable, serait le théâtre de leur chute. Le poison de la revanche coulait déjà dans mes veines comme un vin rouge corsé de Bordeaux, amer et enivrant. Ils pensaient m'avoir enterrée vivante sous leur sourire faux et leur testament falsifié. Mais je savais tout maintenant, le secret de la fortune volée à notre grand-père, le rôle de ma sœur Camille dans ma maladie, fabriquée, les murmures de mon père qui m'avait effacé des papiers pour favoriser son héritier bâtard. Cette renaissance n'était pas un cadeau du ciel. C'était une lame aiguisée, prête à trancher les liens pourris de la famille Moreau. Paris, cette maîtresse capricieuse, m'accueillait à nouveau sous un ciel de plomb en ce matin d'octobre 2025. J'avais atterri dans mon appartement du Marais, ce cocon de luxérité que je n'avais jamais vraiment apprécié de mon vivant précédent. Les murs tapissés de velours vert bouteille, les bibliothèques croulant sous les volumes reliés de Balzac et Proust, l'odeur persistante de lavande séchée où tout était intact, figé dans le temps comme un tableau de Magritte. Mais moi, j'étais changé. Chaque objet me rappelait les chaînes invisibles que ma famille avait forgées autour de moi. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai fouillé dans les tiroirs de mon bureau en acajou. Là, sous une pile de factures impayées aux vestiges de ma dépression chronique, qu'ils avaient si bien alimentée, j'ai retrouvé le dossier. Ce petit cahier noir, relié en cuir usé, que j'avais commencé à remplir des mois avant ma mort. Des notes griffonnées à la hâte, date de rendez-vous annulé, virement suspect vers le compte de Camille, conversation enregistrée en cachette où mon père, Henri Moreau, architecte renommé, murmurait à ma sœur, Élise est un boulet. Une fois le mariage passé, on la place en maison de repos. Loin. Pour toujours. Mon cœur se serra comme dans un étau. Dans ma vie antérieure, j'avais cru à leurs mensonges. Trop malade pour le mariage, disait-il. Une grippe intestinale fictive, amplifiée par des pilules qu'ils glissaient dans mon thé pour me garder alité. Mais la vérité? C'était leur façon de m'exclure, de me rayer de l'héritage. Le mariage de Camille avec Antoine Duval, ce golden boy de la finance, n'était pas une union d'amour. C'était un pacte scellé dans le sang de notre lignée, fusionner les fortunes Moreau et Duval pour effacer mes dettes, mes faiblesses. Et moi? J'étais l'erreur, la fille aînée qui avait osé rêver d'une carrière en journalisme au lieu de suivre les rails dorés de la bourgeoisie parisienne. Je me suis assise à mon bureau, allumant mon ordinateur portable, un MacBook cabossé, témoin de nuits blanches à traquer des scandales pour le monde. Mes doigts volèrent sur le clavier. Première étape, infiltrer. Pas de vengeance brute, pas encore. Les Français excellent dans l'art de la subtilité, du coup de poignard dans le dos enveloppé de soie. J'ai envoyé un email à Camille, feignant l'enthousiasme, ma chère sœur, je suis si impatiente pour ton grand jour. Oublie mes mots de tête récents, je serai là, radieuse. Bisous, Élise. Sa réponse arriva en moins d'1 heure, un paragraphe larmoyant, plein de « Oh, ma pauvre Élise, repose-toi. Nous ne voulons pas que tu attrapes quelque chose au banquet. Papa et maman s'occupent de tout. » Le banquet. Chez Maxims, bien sûr, ce reliquat du belle époque où les Moreau paradent depuis des générations. J'ai souri, un rictus froid. Il pensait me tenir à distance. Erreur fatale. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation mentale. Je me suis plongé dans les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses stockées dans le grenier de notre hôtel particulier du 7e arrondissement. Père m'avait donné la clé des années auparavant, un geste de pitié déguisé. Là,
entre les lettres jaunies de grand-père à un industriel du vin qui avait bâti l'empire Moreau sur des terres volées pendant la guerre, j'ai trouvé la preuve. Un testament falsifié, daté de 2015, où mon nom était rayé au profit de Camille. Et pire, une clause secrète liant notre fortune à un scandale enfoui. Grand-père n'était pas mort d'une crise cardiaque en 1998. Il avait été empoisonné. Par qui? Les initiales dans le coin d'une lettre anonyme, HM. Henri Moreau. Mon propre père. Le choc me frappa comme une gifle. Dans ma vie passée, j'avais soupçonné, mais jamais prouvé. La maladie de la famille, ces migraines chroniques, ces pertes de mémoire n'étaient pas génétiques. C'était un héritage empoisonné, littéralement. Camille savait. Elle avait hérité du secret, et le mariage avec Antoine était le moyen de blanchir l'argent sale, d'acheter le silence d'un notaire corrompu. Je décidai ma première action controversée, confrontée subtilement. Pas mon père, pas encore. Camille d'abord. Nous nous vîmes pour un thé au café de Flore, ce bastion des intellectuels où Sartre avait autrefois disséqué l'absurdité humaine. Elle arriva en tailleur Chanel impeccable, ses cheveux blonds cascadant comme une pub pour L'Oréal, un sourire de requin sous ses lèvres glossées. « Élise, ma chérie. Tu as l'air reposée. » Son ton était mielleux, mais ses yeux verts comme les miens, héritage maudit, trahissaient la peur. Nous parlâmes du mariage, les fleurs de lys importées de Provence, le traiteur étoilé Michelin, les invités triés sur le volet politique, banquiers, l'élite parisienne qui nous avait toujours enviés. Je sirotais mon thé vert, sentant le goût fantôme du laudanum qu'elle y avait versé autrefois. Et moi, Camille? Serais-je à la table d'honneur? Elle rit, un tintement de cristal. Bien sûr. Mais si tu te sens faible. Nous avons une chambre réservée pour toi à l'hôtel. Pour te reposer. Le mensonge me brûla la gorge. Je posai ma tasse, feignant une quinte de tout. Faible? Oh, non. J'ai vu un médecin. C'est guéri. Un simple virus, exagéré par l'anxiété familiale, peut-être? Son sourire vacilla. L'anxiété? Qu'est-ce que tu insinues? Je me penchai, baissant la voix comme pour partager un secret d'ami. Rien. Juste que grand-père avait les mêmes symptômes avant ça. Fin. Et toi, tu te souviens de ces lettres? Celles qu'il a brûlées? Le silence s'étira, lourd comme la Seine en crue. Elle pâlit sous son fond de teint. Élise, tu délires. Repose-toi. Je quittai le café avec un nœud au ventre, mais une étincelle de triomphe. La graine était plantée. La paranoïa germerait. Les semaines passèrent en un balai de faux-semblants. Je me réintégrai à la société Moreau, dîner au Plaza Athénée où mon père discourait sur l'architecture haussmannienne, cocktail au Fouquet's où Antoine, ce bellâtre aux tempes grisonnantes précoces, me serrait la main avec une condescendance paternaliste. Prends soin de toi, Élise. La famille passe avant tout. La famille. Ce mot me donnait la nausée. Chaque soir, seul dans mon appartement, je complotais. J'embauchais un détective privé, un ancien flic de la PJ nommé Laurent, au débit de tabac du coin. 50 € par jour pour fouiller les ombres. Ces rapports arrivaient par mail anonyme, preuve de transfert bancaire vers des comptes offshore, un lien avec un laboratoire pharmaceutique louche qui fournissait les remèdes pour ma maladie. Camille n'était pas innocente, elle signait les chèques. Mais la revanche exige du sacrifice. Ma première décision controversée vint un soir pluvieux, alors que je fixais une photo de famille nous quatre, souriant devant la tour Eiffel en 2010. J'effaçais mes économies, vendant mes bijoux de grand-mère pour financer un hacker. Pas n'importe lequel, un prodige du dark web, contacté via un forum crypté. Infiltrer leurs mails, leur banque. Mais laisser des traces. Faites-les douter. Le hacker, se faisant appeler Fantôme, livra des captures d'écran montrant Camille commandant des pilules soporifiques en ligne, notées, pour Élise dosage élevé. Et un mail d'Antoine à mon père, une fois marié, on la déclare inapte. L'héritage est à nous. Je pleurais cette nuit-là, non de tristesse, mais de rage pure. Paris, avec ses lumières tamisées et ses ruelles sombres, semblait conspirer avec moi. Les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit quand je pris ma résolution, au mariage, je serai là. Pas en invité. En juge et bourreau. Pourtant, un doute me rongeait.
Étais-je devenu comme eux? Cette soif de destruction, était-ce la malédiction Moreau? Je chassais la pensée. La survie exige la cruauté. Et la mienne ne faisait que commencer. Le mois de novembre enveloppa Paris d'un manteau de brume, transformant les boulevards en scènes de film noir. J'avais toujours aimé cette saison, les feuilles mortes craquant sous les pas, l'odeur de châtaignes grillées des vendeurs ambulants, le murmure des amants sous les arcades. Mais cette fois, chaque ombre me rappelait les fantômes que j'allais invoquer. Mon plan se précisait, un échiquier où chaque pièce était une arme. Je commençai par infiltrer le cercle d'Antoine. Il travaillait à la BNP Paribas, dans une tour de verre du quartier de la Défense qui dominait la ville comme un phallus d'acier. J'avais feint un intérêt pour la finance, un mensonge pieux, car j'avais toujours préféré les mots aux chiffres. Un déjeuner, informel, fut arrangé via Camille, escargot à la bourguignonne au Lamy Louis, ce repère de puissants où les deals se scellent entre deux bouchées. Antoine arriva en costume sur mesure, cravate Hermès nouée à la perfection, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux bleus froids. « Élise. Ravi de te voir en forme. » Camille s'inquiétait. Je ris, un son cristallin que j'avais perfectionné devant le miroir. « Inquiète ? Elle exagère toujours. Et toi, Antoine, prêt à sauter le pas ? Le mariage, c'est une sacrée affaire en France. Contrats prénuptiaux, héritage. Tout est verrouillé, non ? Il toussa dans son verre de Sancerre, surpris par ma franchise. Les Français aiment l'euphémisme, plonger tête la première dans les abysses financiers, c'est comme cracher dans la soupe. Eh bien. Oui. Mais c'est pour le bien de la famille. Ton père et moi, on a tout prévu. Je hochai la tête, piquant un escargot avec une nonchalance calculée. Prévoyant. Comme pour grand-père ? Il avait un testament si flexible. Ses baguettes s'immobilisèrent. Grand-père ? Qu'est-ce que ? Oh, rien. Juste une anecdote. Il disait toujours que la fortune Moreau était bâtie sur du sable mouvant. Des secrets de guerre, des terres confisquées. Fascinant, non ? Le reste du déjeuner fut tendu, ses réponses courtes comme des balles. Il quitta le restaurant en me serrant la main trop fort, un avertissement muet. Parfait. La peur est le meilleur aphrodisiaque pour la trahison. De retour chez moi, un colis m'attendait, le dossier du détective Laurent. Des photos granuleuses montraient mon père en rendez-vous clandestin avec un notaire du 16e, un homme au visage poupin nommé Bertrand Lefebvre. Ils échangeaient une enveloppe brune dans un café anonyme près de l'Étoile. Et la cerise, un enregistrement audio, volé via un mouchard. La voix d'Henri, rauque de tabac, Élise ne doit rien savoir. Le testament est clair, tout à Camille après le mariage. Si elle fouine, on accentue ses traitements. Elle est déjà à moitié folle. Folle ? Moi ? La fureur me submergea. J'avais passé ma vie à gober leurs pilules, à avaler leurs diagnostics bidons d'un psy complice, un certain docteur Duval, oncle d'Antoine, bien sûr. C'était un complot familial, une toile d'araignée tissée depuis mon enfance. Souvenirs refoulés affluaient, les disputes étouffées, les absences de père lors de mes anniversaires, Camille toujours favorisée, la poupée parfaite. Ma seconde décision controversée fut plus sombre. Je contactai Fantôme à nouveau. Hacker le notaire. Voler les originaux du testament. Et exposer un extrait. Anonymement. À la presse. Le lendemain, un article fuitait sur Mediapart, soupçon de falsification dans une famille d'industriels parisiens. Pas de nom, juste des initiales, HM et BL. Mon père appela dans l'heure, sa voix un ouragan. Élise. As-tu vu cette merde ? C'est absurde. Je feignis l'innocence, lové dans mon canapé avec un verre de cognac. Papa, c'est horrible. Qui pourrait faire ça ? Des jaloux. Toujours des jaloux. Il raccrocha, mais je sentis le tremblement dans sa voix. La fissure était là. Camille, elle, paniqua ouvertement. Un appel larmoyant, Élise, c'est toi ? Dis-moi que ce n'est pas toi. Le mariage est dans 2 mois. Moi ? Jamais. Mais peut-être que le passé rattrape tout le monde, non ? Comme ces migraines que tu m'as aidé à soigner. Silence. Puis un clic. Elle avait raccroché. Mais le soir même, un SMS, rencontrons-nous. Seul.
Au pont des Arts. Le pont des Arts, ce pont des cadenas d'amour, ironiquement choisi. La Seine coulait en dessous, noire et indifférente, sous un ciel étoilé rare pour Paris. Camille arriva emmitouflée dans un manteau de cachemire, son visage un masque de porcelaine craquelé. « Qu'est-ce que tu veux, Élise ? L'argent ? Une part du gâteau ?» Je m'appuyais à la rambarde, le vent fouettant mes cheveux. « La vérité, Camille. Pourquoi m'as-tu empoisonné ? Pas juste les pilules. Le thé, les conseils et du psy. Tu savais pour grand-père. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Et M. Quoi ? Tu es paranoïaque. » Je sortis mon téléphone, lançant l'enregistrement du détective. Sa voix à elle, claire comme le jour, double la dose pour Élise. Papa dit qu'elle pose trop de questions sur l'héritage. Elle chancela, agrippant le cadenas d'un couple anonyme. C'était pour ton bien. Tu étais instable, Élise. Toujours à fouiner dans les vieux papiers. Grand-père. Il n'aurait pas voulu que tu saches. Il a volé ses vignobles aux collaborateurs pendant la guerre. Père la juste. Aidé à partir en paix. La révélation me frappa. Pas empoisonné par père seul. Par amour filial ? Non. Par cupidité. Et moi ? J'étais la suivante ? Non, hurla-t-elle, les larmes coulant. Juste. Exclu. Le mariage scelle tout. Antoine a les connexions pour effacer les traces. S'il te plaît, Élise. Laisse-nous. Je la fixai, le cœur un tambour de guerre. Pitié ? Ou piège ? Ma main trembla sur la rambarde. Va-t'en, Camille. Avant que je ne décide pour toi. Elle s'enfuit, ses talons claquant sur les planches. Je restai là, le vent salé sur les lèvres. La revanche n'était plus abstraite. Elle avait un goût de sel et de sang. Mais le doute persistait. Étais-je en train de détruire la seule famille que j'avais ? Non. Il l'avait détruite en premier. Le lendemain, je reçus un mail de Fantôme, mission accomplie. Mais attention, il contre-attaque. Quelqu'un a engagé un tracker sur vous. La paranoïa s'installa. Paris, ma forteresse, devenait un labyrinthe de miroirs déformants. Chaque passant semblait me surveiller, chaque appel anonyme un souffle de menace. Je changeai mes serrures, installai des caméras. La tension montait, un crescendo wagnérien vers le chaos. Pourtant, une lueur, Laurent, le détective, m'invita à un verre au comptoir du relais. Un homme trapu, la quarantaine burinée, avec une moustache à la gauloise et un regard qui en avait vu trop. Mademoiselle Moreau, votre affaire pue le scandale. Mais je creuse. Et je vous crois. Son soutien, inattendu, me toucha. Pour la première fois depuis ma renaissance, je ne me sentis pas seul. Nous parlâmes tard, de corruption dans les hautes sphères, de familles comme la mienne qui pourrissent de l'intérieur. À minuit, sous les néons clignotants, il posa sa main sur la mienne. Soyez prudente. La vengeance, c'est un vin fort. Il enivre, puis il tue. Ces mots résonnèrent comme un oracle. Mais je bus quand même. Décembre arriva avec ses illuminations festives, transformant les Champs-Élysées en un carnaval de lumière qui masquait à peine les ténèbres sous-jacentes. Le mariage approchait, un compte à rebours inexorable. Invitation gravée sur vélin crème, menu calligraphié promettant foie gras et champagne d'homme Pérignon au tout criait l'opulence Moreau. Mais pour moi, c'était un piège tendu, un festin où les convives deviendraient les proies. Ma troisième décision controversée fut la plus risquée, saboter de l'intérieur. J'infiltrai l'équipe du traiteur, un contact via un ancien collègue de journalisme qui devait une faveur. Une jeune femme nommée Sophie, serveuse aux yeux vifs, accepta pour 1 000 €, glisser ceci dans le champagne de la mariée. Inoffensif, mais mémorable. Ceci, était un laxatif puissant, dilué dans une fiole. Pas pour tuer ou pas encore. Juste pour l'humiliation. Camille, toujours si parfaite, se tordant en public. Poétique. Mais au fond, une voix murmurait, « Es-tu devenu un monstre ?» Je chassai le scrupule. La nuit avant la répétition, je reçus un appel de mon père. Sa voix, habituellement tonitruante, était un murmure brisé. « Élise, viens à la maison. » Seul à seul.
Il faut qu'on parle. L'hôtel particulier des Moreau, ce palais du 7e avec ses balcons en fer forgé et ses lustres en cristal de baccarat, m'a paru comme un mausolée. Père m'attendait dans son bureau, entouré de plans d'architecture jaunis, la tour Eiffel en miniature, des esquisses de Notre-Dame avant l'incendie. Il avait vieilli, rides profondes, cheveux blancs comme neige, un verre de whisky à la main. « Assieds-toi, ma fille. » Il poussa un fauteuil crapaud vers moi. « Cette fuite sur le testament. C'est toi, n'est-ce pas ?» Je m'assis, croisant les jambes avec une élégance feinte. « Papa, pourquoi aurais-je fait ça ? Je suis juste curieuse. Comme grand-père l'était. » Il avala une gorgée, ses yeux qui m'avaient autrefois conté des histoires de châteaux en Loire voilés de larmes. « Élise, tu ne comprends pas. Ton grand-père. Il était un collaborateur. Pendant l'occupation, il a dénoncé des Juifs pour s'approprier leur vignoble. J'ai dû le couvrir. L'empoisonner, c'était un acte de miséricorde. Pour la famille. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang stagnant. Miséricorde ? Un meurtre pour effacer la honte ? Et moi ? Tombe acte de miséricorde suivant ? Me droguer pour me taire ? Il blêmit. Non. Camille a exagéré. C'était pour te protéger. Tu fouinais trop, comme lui. Le mariage. C'est la fin. Antoine effacera tout. Les Duval ont des avocats, des juges dans la poche. Je me levai, le cœur un volcan. Protégé ? Tu m'as volé ma vie. L'héritage, ma santé, mon avenir. C'était pour Camille. Elle est stable, ambitieuse. Toi. Toujours à rêver de tes articles, à déterrer des scandales. Tu aurais tout ruiné. La gifle partit seule, ma paume claquant contre sa joue ridée. Il chancela, du whisky éclaboussant le tapis perçant. Élise. Au revoir, père. Profite de ton festin. Il pourrait être ton dernier. Je sortis en trombe, les larmes brûlantes sur mes joues. La révélation n'apportait pas de catharsis, juste plus de poison. Dehors, la pluie martelait les pavés, lavant Paris de ses péchés sans jamais les effacer. La répétition du mariage eut lieu une semaine plus tard, à l'église Saint-Sulpice, cette cathédrale gothique où les ombres dansent comme des conspirateurs. J'arrivai en robe de soie noire, un contraste audacieux avec les pastels des demoiselles d'honneur. Camille, radieuse en prototype de robe de mariée, me lança un regard assassin. « Tu es venu ? » Évidemment. Famille, n'est-ce pas ? La cérémonie factice se déroula, vœux murmurés, alliance essayée. Antoine, à genoux, promit, fidélité éternelle. Je retins un rire hystérique. Fidélité ? Chez les Duval-Moreau, c'était une blague. Au banquet de répétition, au Georges V, le laxatif agit. Camille, sirotant son flûte, pâlit soudain. Oh ! Excusez-moi. Elle fila aux toilettes, suivie de regards goguenards. Les invités chuchotèrent, nervosité prénuptiale. Antoine, rouge de colère, me toisa. Que as-tu fait ? Rien. Peut-être un mauvais homard. La soirée dégénéra en murmures empoisonnés. Mon père, ivre, me coinça dans un couloir orné de miroirs. Arrête ça, Élise. Ou je te jure, je te fais interner. Pour de bon. Essaie. Et vois ce qui arrive à tes secrets. Fantôme avait livré, des méhaquets envoyés anonymement à un journaliste de Libération. Le lendemain, un autre article, héritage empoisonné, la famille Moreau au cœur d'un scandale de falsification. Le chaos s'installa. Camille annula une session de photos, Antoine menaça de rompre, mon père convoqua une crise familiale. Nous nous réunîmes dans le salon de l'hôtel particulier, sous le portrait sévère de grand-père. L'air était chargé de fiel. « Élise, c'est toi » accusa Camille, les yeux bouffis. « Tu ruines tout. » « Ruiné ? Comme vous m'avez ruiné ? En me déclarant folle, en me privant du mariage pour cacher vos crimes ?» Père intervint, la voix chevrotante. « Assez. Élise, on peut arranger ça. Prends ta part. Mais tais-toi. » Antoine ricana. « Une part ? Elle est instable. Un risque. » La tension explosa. Je sortis le dossier noir, le jetant sur la table comme une grenade.
Photos, enregistrements, preuves. Instable? Non. Juste lucide. Et maintenant, le monde le saura. Camille hurla, se jetant sur moi. Nous luttâmes, ongles et cheveux arrachés, jusqu'à ce que père nous sépare. Sortez. Tous. Je partis la dernière, le dossier en main. Dans la nuit parisienne, je sentis une présence. Un homme en trench-coat, ombre fugace. Le tracker? Mon pouls s'emballa. La chasse était ouverte des deux côtés. Pourtant, une alliance inattendue se forma. Laurent m'appela, j'ai du neuf. Le notaire Lefebvre est mouillé jusqu'au cou. Rencontre-moi au Louvre, minuit. Le Louvre, désert la nuit, un labyrinthe de chefs-d'œuvre muets. Nous nous retrouvâmes devant la Joconde, son sourire énigmatique moqueur. Laurent tendit une clé USB. Tout est là. Preuves irréfutables. Mais Élise. C'est dangereux. Ils tueront pour ça. Ils l'ont déjà fait. Je glissai la clé dans ma poche. Nos regards se croisèrent, une étincelle. Pas d'amour, pas encore. Juste une camaraderie forgée dans le feu. Dehors, sous la pyramide de verre scintillante, je murmurai à la ville, prépare-toi, Paris. Le bal des masques commence. Janvier 2026 s'ouvrit sur un Paris engoncé dans le froid, la neige saupoudrant la Seine comme du sucre glace sur un macaron empoisonné. Le mariage était à 2 semaines, et la ville bruissait de rumeurs. Les tabloïds People au Paris Match, closèrent titraient sur « Le scandale Moreau, un héritage maudit ». Mon nom n'apparaissait pas encore, mais les initiales de M flottaient comme une menace. Ma famille se refermait, un étau de panique. Ma 4e décision controversée franchit une ligne, la diffamation publique. Avec la clé USB de Laurent, je contactai un avocat véreux du Pigalle, un renard aux dents acérées nommé Marcel. Pour 10 000 € ou le reste de mes bijoux vendus, il prépara une plainte anonyme contre le notaire Lefebvre pour falsification. Mais pas au tribunal. À la presse. Un dossier complet, avec faux témoignages pour pimenter, une ex-employée, jurant avoir vu Henri payer en liquide pour altérer le testament. C'est du suicide professionnel, mademoiselle, avertit Marcel, ses cigares puants emplissant son bureau exigu. Mais efficace. Ils mordront à l'appât. L'article sortit un vendredi matin, tonitruant, meurtre et mensonge, la dynastie Moreau impliquée dans un complot familial. Non au grand jour. Mon père, accusé d'homicide involontaire sur grand-père. Camille, de complicité dans l'empoisonnement de sa sœur. Antoine, de blanchiment. Le téléphone sonna sans relâche. Père, hurlant des obscénités. Camille, suppliante puis haineuse. Antoine, menaçant de poursuite. Je l'ai laissé sonner, barricadé chez moi, un verre de Bordeaux à la main. La vengeance avait un goût sucré amer, comme un cassoulet trop épicé. Mais le backlash arriva vite. Le tracker se manifesta, une voiture noire me suivant rue des Francs-Bourgeois, des appels muets à 3 heures du matin. Laurent devint mon ombre, dormant sur mon canapé, son revolver sous l'oreiller. Ils engagent des pros, Élise. Pas des amateurs. Une nuit, l'attaque vint. Un bruit de verre brisé, puis des pas lourds dans le couloir. Je me redressai, le cœur cognant, attrapant le tisonnier de la cheminée. Laurent surgit, arme au poing. Cache-toi. La bagarre fut brève et brutale, un homme masqué, costaud comme un docker, armé d'un couteau. Laurent le plaqua, un coup de feu étouffé au plof et l'intrus s'effondra, une balle dans la jambe. Nous l'interrogeâmes, ligoté sur le tapis perçant taché de sang. Duval paie. 50 000 pour vous faire taire. Définitivement. Antoine. Bien sûr. Laurent appela la police des flics de sa connaissance, pas les corrompus des beaux quartiers. L'homme fut emmené, geignant. Mais la peur s'installa, un invité permanent. Le jour du mariage arriva comme une tempête. Église de la Madeleine, ce temple néoclassique où Napoléon avait couronné son empire. Paris était enneigé, les flocons dansant comme des confettis macabres. J'arrivai en taxi, robe rouge sans un affront à la tradition blanche. Les invités, une marée de chapeaux et de fourrures, me lancèrent des regards obliques. Les rumeurs avaient filtré. Camille, au bras de père, était un spectre, yeux cernés, sourire forcé sous son voile en dentelle de Chantilly. Elle me vit, et son bouquet trembla.
Tu oses venir? C'est mon droit. Fraternité, non? La cérémonie commença, orgue tonnant comme un requiem. Père, au premier rang, me fusillait du regard. Antoine, à l'autel, transpirait sous son smoking. Le prêtre, un jésuite aux yeux perçants, prononça les vœux, dans la joie et la peine, dans la richesse et la pauvreté. Je ris intérieurement. Pauvreté? Ils allaient en connaître. Au banquet, Maxims resplendissait, cristal, argenterie, un quatuor à cordes jouant Debussy. Je m'assis à une table exilée, près des cuisines, toisant la tablée d'honneur. Le laxatif avait été contrecarré où ils avaient tout vérifié, mais mon vrai coup pendait au-dessus d'eux comme une épée de Damoclès. À mi-repas, mon téléphone vibra, un message de fantôme. C'est fait. Servez-vous. Je me levai, verre en main, et demandai la parole. Les murmures s'arrêtèrent. Mes chères familles, amis. Un toast à Camille et Antoine. À l'amour. Et au secret qui le lie. Je levai mon verre, et sur les écrans géants prévus pour des diaporamas nuptiaux, des images surgirent, le testament falsifié, les mets, l'enregistrement de père confessant le meurtre. Cri d'horreur. Camille s'effondra, son voile arraché. Antoine bondit, mais Laurent, incognito parmi les serveurs, le ceintura. Élise, hurla père, se levant tel un lion blessé. Traîtresse. Non, père. Victime. Comme grand-père. Comme moi. La police arriva, sirène hurlant dans la nuit parisienne. Arrestation, père pour homicide, Camille pour complicité, Antoine pour blanchiment. Lefebvre fut cueilli chez lui, en pyjama de soie. Je sortis dans la neige, Laurent à mes côtés. C'est fini? Presque. Mais le twist guettait. Dans la confusion, un appel anonyme, une voix féminine, chevrotante. Élise? C'est maman. Je sais tout. Et j'ai protégé. Notre secret. Viens me voir. Avant qu'il ne soit trop tard. Mère. J'avais oublié. La veuve discrète, toujours en retrait. Était-elle complice? Ou victime? Nous filâmes vers l'hôpital où elle séjournait, un repos, forcé, comme le mien. Sa chambre, baignée de lumière froide, puait l'antiseptique. Elle était frêle, tubulure au bras, yeux clos. Maman? Ses paupières papillotèrent. Élise. Mon ange. Pardonne-moi. J'ai su pour Henri, pour le poison. J'ai couvert. Pour les enfants. Camille. Elle est comme lui. Ambition dévorante. Mais toi. Tu étais la lumière. Larmes. Pourquoi m'as-tu laissé exclure? Peur. Et un autre secret. Elle pressa un médaillon à son cou. Dedans, une photo, moi, bébé, avec un homme inconnu. Ton vrai père n'était pas Henri. Un amant, pendant la séparation. Un juif, déporté par ton grand-père. Henri l'a su, m'a forcé à me taire. L'héritage. C'était sa vengeance sur le passé. Le monde bascula. Je n'étais pas Moreau par le sang. Juste par malheur. Et maintenant? Libère-toi. Détruis tout. Les vignobles, l'hôtel, le nom. Brûle-le. Elle s'éteignit ce soir-là, paisiblement. Son dernier souffle, venge-nous tous. La révélation me brisa, puis me forgea. Laurent me serra contre lui. Qu'est-ce qu'on fait? On finit. Février enveloppa Paris d'un dégel précoce, la neige fondant en flaques boueuses qui reflétaient les néons criards. Les procès battaient leur plein, père en détention provisoire à la santé, Camille et Antoine en liberté sous caution, leurs avocats maître Garance et consorts tissant des toiles de défense alambiquées. La presse se délectait, la chute des Moreau, de l'opulence au scandale. Moi? J'étais la paria glorifiée, interviewée par France Inter, portraiturée dans le Figaro comme la fille prodigue vengeresse. Mais la victoire avait un prix. Insomnie hantée par les fantômes, grand-père aux vignes rougies de sang, mère aux lèvres pâles, Camille hurlant dans l'église. Laurent devint mon ancre, nos nuits un refuge de corps entrelacés et de confidences chuchotées. Tu n'es pas seule, Élise. Pas avec moi. Pourtant, le climax approchait.
Ma décision finale, la plus controversée, non pas détruire, mais racheter. Avec l'héritage légué par mère et une clause secrète dans son testament, révélée post-mortem, je rachetais les vignobles Moreau. Pas pour les garder. Pour les restituer. Aux descendants des familles spoliées pendant la guerre, traquées via des archives de Yad Vashem. Un geste public, annoncé lors d'une conférence de presse au mémorial de la Shoah, ces terres ne nous appartiennent pas. Elles reviennent à ceux qu'on a volés. Scandale sur scandale. Père, depuis sa cellule, m'accusa de trahison filiale. Camille, en larmes à la barre, me traita de « folle vengeresse ». Antoine, ruiné, tenta un suicide raté aux pilules, ironiquement. Paris, ville de paradoxe, applaudit et conspua, pétition pour ma canonisation, menace anonyme sur les réseaux. Le twist final vint lors du verdict, au palais de justice de l'île de la Cité. Un après-midi pluvieux, la scène gonflée de secrets. Le juge, un homme austère aux lunettes en écaille, prononça « Henri Moreau, coupable d'homicide involontaire. 20 ans. Camille Moreau-Duval, complicité et faux en écriture, 10 ans. Antoine Duval, blanchiment, 8 ans. La salle explosa. Je restai figé, Laurent serrant ma main. Victoire? Ou vide? Dehors, sous les gargouilles ricanantes de Notre-Dame en reconstruction, Camille m'attendait, menottée, escortée par gardien. Élise. Pourquoi? On était sœurs. Était. Tu m'as tué une fois. Pas deux. Elle cracha, tu es pire que nous. Un monstre. Ces mots me transpercèrent. Étais-je pire? La vengeance m'avait rendu miroir de leurs ténèbres. Laurent et moi marchâmes le long de la Seine, le crépuscule saignant sur l'eau. Et maintenant? On recommence. S'enchaîne. Nous partîmes pour la Provence, ces vignobles libérés où les raisins poussaient désormais pour d'autres. J'écrivis mon histoire ce récit, en fait, pour le monde, un pamphlet cathartique. Pas de happy end hollywoodien. Juste une fin française, ambiguë, teintée de mélancolie, avec une pointe d'espoir. Paris, ma bien-aimée, m'avait vu renaître des cendres. Et dans ces rues éternelles, je marchais libre, le poids levé, mais les cicatrices gravées. La famille Moreau était morte. Élise, enfin, vivait. Pour la première fois, je dormis sans rêve de cercueil. Seulement le vent du Mistral, murmurant, c'est fini.